Bienvenue dans notre étrange plateau spécial Femmes, mois de mars. Nous recevons sur ce plateau Madame Joëlle Mbamba et c'est une femme leader. Elle est vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Elle est également présidente de l'Alliance internationale des femmes avocates. Elle assume également d'autres fonctions que vous allez découvrir sur ce plateau. Le but de cette émission pendant ce mois de mars où nous célébrons les droits des femmes, c'est de susciter de l'émulation auprès d'autres femmes qui souvent réellement suivre cette émission. Vous allez comprendre que la femme a des capacités, la femme a beaucoup de potentialités pour participer au développement de notre pays. Nous allons déjà recevoir notre invitée. Bonjour Madame Joëlle. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Je vous ai présenté comme présidente de l'AIFA et vice-présidente de la CNDH. Pouvez-vous ajouter d'autres fonctions que vous assumez? Le tout début, vous auriez dû commencer par avocate. Tout à fait. Je suis avocate inscrite au barreau près la cour d'appel de Kinshasa, Matete. Et je suis membre du G100. Le G100 est le groupe de 100 femmes leaders parties de l'Inde pour impacter les autres femmes dans leur société. Et parmi ces 100 femmes, moi, je suis country chair, donc je m'occupe pour la RDC des politiques publiques en rapport avec les droits des femmes. Et je suis également récemment fondatrice de la Fondation Mitante qui milite pour les droits des femmes, surtout l'autonomisation de la femme. Très bien. Voilà, plus ou moins. Bien, nous allons découvrir réellement que Maître Joëlle Mbamba a beaucoup de potentialités, comme je l'ai dit. Elle assume beaucoup de fonctions et même dans des structures internationales. Et on va parler avec elle sur l'épanouissement de la femme, l'autonomisation de la femme, comment aider la femme à prendre une place dans la société. Madame, je m'en vais déjà vous poser ma première question. Est-ce qu'une femme peut espérer prendre une place au sein de la société et bien évoluer? Bon, déjà l'évolution des droits et de la place de la femme en société, je peux dire que c'est positif. Parce que historiquement, nous sommes partis d'une civilisation. Nous, la civilisation congolaise actuelle, hein, nous sommes une mixture de ce que nos ancêtres nous ont légué et de ce que la colonisation nous a laissé. La religion moderne telle que nous la connaissons, avec la place de la femme, les choses ont évolué. Et actuellement, avec la mondialisation où les gens se côtoient, où les frontières sont devenues obsolètes, les frontières physiques, parce que le virtuel a pris de la place, la femme a évolué son sort, son autonomisation également. Jadis, la femme était dans nos sociétés, on va dire, un complément de l'homme et elle avait principalement pour tâche s'occuper du champ, de l'agriculture avec nos ancêtres, mais également du ménage des enfants et on voyait que la charge de ménage pesait à 80-90% sur elle, ce qui est toujours le cas, on peut le dire. Mais maintenant, il y a des ouvertures. On se rend compte que le monde ne peut pas se développer sans le concours de la femme. D'ailleurs, nous avons lu autant de rapports des institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale. On ne peut pas se permettre de laisser la femme de côté. C'est pour cela que nous avons des thèmes comme celui-ci, cette année, qui visent à promouvoir l'autonomisation de la femme. Je pense qu'on avance déjà, il y a des avancées en termes d'autonomisation sociale, identitaire. La femme commence à se découvrir une identité personnelle, également économique. La femme commence à prendre ses marques. On voit aussi les efforts fournis notamment par le champion de la masculinité, le chef de l'État, pour tirer les femmes dans les instances décisionnelles,
pour qu'on puisse justement rendre effective la parité. Nous l'espérons avec le prochain gouvernement en tout cas. C'est un aspect des droits de l'homme. Je suis vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Je suis obligée de souligner tous les aspects de droits de l'homme que nous ramassons à travers cet entretien notamment. Maître Joël Mbamba Kona, nous allons évoquer la situation des femmes particulièrement en RDC. Pensez-vous que l'autonomisation de la femme doit être une nécessité ou une volonté? Je parlerai des deux volets. Oui. Autonomisation signifie se prendre en charge soi-même. C'est déjà une question de volonté en soi, pour commencer. Mais c'est en même temps une question de nécessité. Parce qu'il est question d'un monde plus équilibré et un monde paritaire. Il est question de développement que nous voulons durable, qui ne peut se faire sans la femme. La femme est source, elle est premièrement une des personnes ressources pour développer une nation. La femme actuellement dans notre pays est celle qui nous permet de manger. Les mamans maraîchères, elles sont dans l'agriculture et la culture, on va dire, informelle, mais c'est elles qui tiennent nos ménages en grande partie. Et même lorsque nous regardons les ventes en ligne, le commerce en ligne, le e-commerce, vous vous rendez compte que la femme vend beaucoup plus et les articles les plus vendus sont les articles vendus et consommés par les femmes. Donc on ne peut pas imaginer une économie florissante, un monde plus florissant ou développé sans le concours de la femme. Donc ça va de pair. Et la femme doit prendre des décisions, quitter les revendications et commencer à avancer dans le concret. Prendre la place, on dit que le pouvoir s'arrache, n'est-ce pas? Tout à fait. Déjà, il faut connaître ses droits pour les revendiquer. Si vous ne les connaissez pas, c'est pour cela que l'autonomisation passe par l'éducation. Parce qu'une personne qui ne connaît pas ni ses droits ni sa valeur ne sait pas s'approprier les outils ou même les moyens que vous allez lui donner pour son autonomie. Alors, tout part de là et pour apprendre, il faut de la volonté. Donc, je crois que c'est lié finalement. Merci beaucoup, Maître Joël Mbamba. Cela me pousse à vous poser une question. La femme peut se décider en elle-même, elle croit en sa force d'évoluer, mais il y a une entrave qui est à ses côtés, c'est l'homme. Tant sur le plan de leadership que sur le plan de vie privée, l'homme est toujours là pour quelquefois entraver les désirs de la femme. Qu'en pensez-vous? Je souris. Droits de l'homme, bien sûr. je dirais parfois et souvent, pour commencer, hein, oui. C'est la femme elle-même. Ce phénomène qu'on appelle plafond de verre, oui. Où dans une société, oui. On considère qu'il y a certaines fonctions pour lesquelles on ne pense pas que la femme serait à même de les assumer. Oui. Exemple, on se dit, est-ce qu'on peut avoir une femme présidente de la République? Ou nous-mêmes, les femmes, nous pensons que, là-bas, n'a kokokate. Oui. Ou bien, moi, Sikuna, est-ce qu'elle aura les capacités de faire face aux contraintes, aux réalités et tout ça? Femme, bon, il faut la nouille, les réunions, etc. Comment elle va faire? Les obstacles proviennent parfois de nous-mêmes. Et c'est culturel. Je l'ai dit, nous sommes un brassage de différentes cultures, notamment la culture que nous avons héritée de la colonisation, où on nous a appris depuis Adam et Ève que l'homme est le chef de la femme. C'est pas mauvais, mais ça a des conséquences. Lorsque nous éduquons nos enfants, nous éduquons les filles d'une certaine manière et les garçons d'une certaine manière. Nous-mêmes, nous avons été éduqués comme ça. Dans la plupart des cas, à centrer l'éducation de la jeune fille sur ses soins personnels et les soins de la maison et toutes ces choses.
Et le garçon, bon, là-bas, on ne regarde pas trop, on les envoie à l'école. C'est un peu le tableau typique d'une famille ordinaire. Et lorsqu'ils vont à l'école, au sortir de l'université, on commence déjà à regarder côté mariage pour la jeune fille et côté travail pour le jeune homme, le monsieur. Et voilà, lorsque vous éduquez les filles et les garçons de cette manière, sans les faire comprendre également le travail ou le rôle plus ou moins de l'autre, en ce moment-là, qu'est-ce que vous allez voir germer? Une société où les filles ont peur d'oser et les hommes, bon, parfois qui ne sont pas forcément qualifiés, mais parce que c'est des hommes, ils osent et ils avancent, et donc ils ont la majorité des fonctions, la majorité des opportunités que les femmes auraient pu bien occuper. Mais parce que nous sommes dans une bulle, dans un espace qu'on nous a tracé par nos cultures, par tout ce que nous vivons, notre société, eh bien, en ce moment-là, voilà, on fait du surplace. Alors, je pense que la femme également constitue une barrière personnelle et même communautaire. Lorsqu'une femme est en difficulté, parfois dans son foyer, et qu'elle veut prendre le courage de quitter une relation toxique, souvent c'est les femmes qui la découragent. Je veux vous poser une question. Vous êtes vice-présidente de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme. Avez-vous déjà observé dans la société que des femmes qui ont évolué ont dû sacrifier un aspect de leur vie, par exemple les mariages, les enfants? Ils ont fermé les yeux pour tenir jusqu'au bout dans leurs études et avoir un poste dans le monde séculier, dans le monde professionnel qui leur rapporte de l'argent, mais parfois sans enfants ou sans mariage. Est-ce que cela aussi est un frein dans les droits des femmes? Parce qu'il y a les hommes qui se disent atangi mingi, ceux qui n'ont meki akomone langai, azana mbongo ebele, ceux qui n'ont meki ekosimba tenganaye. En tant que vice-présidente des droits de l'homme à la Commission nationale des droits de l'homme, est-ce que vous avez pu faire cette observation? Bon, moi je pense que ce qu'on appelle sacrifier, c'est plus une question de décision. C'est plus une question de décision personnelle. Autant pour les femmes que pour les hommes, rien n'est facile, rien n'est acquis. Lorsque vous avez choisi d'avoir des enfants ou un mari, un foyer, eh bien, vous avez des responsabilités vis-à-vis de ce foyer, de ce mari, de ses enfants. Et ces responsabilités exigent de votre temps, déjà pour commencer. Vous devez vous organiser. On a tous 24 heures. Hein. Oui. Dieu, de ce côté-là, a été juste. Et les bons et les mauvais, et les paresseux, on a tous 24 heures. Et moi, et Bill Gates, on a tous 24 heures. Chacun fait de ces 24 heures ce qu'il peut. Vous devez assumer. Assumer vos choix. Alors, lorsque vous assumez, eh bien, ça coûte. Hein, ça coûte toujours autant aux hommes qu'aux femmes. Hein. Les hommes... bon, la femme est d'abord une variété de l'homme. Hein. On est tous hommes et puis de sexe masculin ou féminin. On est humain, pour commencer. Maintenant, c'est le sexe qui nous différencie. Le cerveau, il n'est ni masculin ni féminin. Eh bien, l'énergie, vous gérez. Mais malheureusement, ce que je pourrais, le petit bémol, c'est que dans nos ménages, par exemple, la société, la vie telle qu'on l'a apprise, a laissé à la femme plus de charges dans le ménage. Et c'est là qu'il faut commencer à rectifier. Si vous voulez voir votre femme évoluer telle que vous évoluez vous-même, eh bien, il faut lui permettre de pouvoir mieux s'organiser, gérer son temps, en allégeant ses tâches. Vous vous rendez compte qu'une femme qui peut avoir la possibilité d'avoir une aide ménagère, son homme lui dit non, moi en tout cas, le lit, la nourriture, il faut seulement que ça soit toi et tout. Aujourd'hui, demain, mais bon, après-demain, si la femme demande de l'aide, voilà, c'est des problèmes. Il faut aussi qu'on se comprenne quand on est ensemble. Et ça, c'est dans les deux sens. Hein. Ouais. C'est vice-versa. Donc, je pense qu'on doit s'accorder tout simplement. Et chacun doit s'accorder les moyens
d'atteindre ses objectifs. C'est pas seulement en soi une question de femmes, seulement les femmes sont butées à plus de difficultés parce qu'elles dépendent de l'homme. L'homme est le chef de la femme, et dans la religion et dans la loi. Tout à fait. Maître Joël Mbamba, j'aimerais vous poser une question sur la vie professionnelle des femmes. Est-ce qu'il y a une différence entre le leadership féminin et masculin? La différence vient du fait que les hommes, c'est leur zone de confort, le leadership masculin. Ils sont habitués à dominer. Ouais. Je pense même qu'ils ont été créés pour dominer et s'organisent en paire. Le système dans lequel nous sommes nés, nous avons évolué, et ici en Occident, il est patriarcal. Le père, l'homme, donc, a un certain rôle que la société lui a dévolu du fait qu'il soit l'homme et le chef. Il a un leadership inclusif où, voilà, il défend, il porte la femme. La femme est en train de se chercher. Elle est en quête d'identité, déjà pour commencer. Lorsqu'un homme naît, ça c'est une anecdote, il porte le même nom jusqu'à la fin de ses jours. Pour la femme, c'est mademoiselle, parfois c'est madame, et puis vous allez, elle va porter le nom du mari. Bref, l'identité de la femme est fluctuante, elle bouge au gré des situations. Et donc, son leadership est en train de se construire. Ouais. Mais il faut y croire et l'accompagner, justement. C'est le sens des journées comme celle du 8 mars, qui consacre la commémoration des droits de la femme. Parce que notre situation, je l'ai dit, n'est pas pareille. Celle des hommes, le temps, les civilisations a fixé les choses telles que la femme est en train de se chercher. Vous voyez les pays comme la France qui sont rentrés en mode république depuis 1789 avec la Révolution française. Mais les femmes ont commencé à voter à la moitié du XXe siècle seulement. Vous voyez? Oui, ça c'est un fait. Alors, je pense que le leadership féminin est en train de se construire. Alors, il faut lui donner les outils. Il faut que la femme sorte de sa zone de confort, qu'elle quitte les slogans, qu'elle quitte les revendications derrière son bureau ou dans les réseaux sociaux, et qu'elle aille sur terrain, en face, chacune affronter la vie réelle. Nous allons évoluer pour parler des droits des femmes. Nous allons évoquer un cas, par exemple, lors des cérémonies funéraires. Il y a des femmes qui sont clouées au sol, ne pas manger, ne pas se laver. Par contre, pour l'homme, ce n'est pas le cas. Est-ce que cet aspect des choses prend aussi... la loi tient aussi compte de cet aspect des choses pour la femme? La loi n'a pas tout résolu. Il y a une bonne partie de nos coutumes qui pèsent encore. Et dans nos coutumes, il n'y a pas que du bon. Il y a des choses qu'il faudrait améliorer et certaines qu'il faudrait carrément bannir. Tout ce qui va à l'encontre du bien-être de la femme, de l'intégrité de la femme, une femme éplorée qui vient de perdre son mari. Vous allez lui demander de se raser le crâne, vous allez lui demander de danser, ou comme j'avais vu une fois dans les réseaux sociaux, une maman d'un dignitaire de l'époque à qui on a demandé de danser des pratiques pour moi qui n'ont pas lieu. Lorsque vous avez perdu un être cher, organisez-vous pour enterrer. N'encombrez pas la veuve avec des pratiques qui ne vont ni ressusciter la personne, ni apporter la joie ou l'harmonie, qui pour moi sont limite dégradantes pour la femme, qui est déjà en difficulté du fait qu'elle vient de perdre un être cher
avec qui elle a sans doute passé plusieurs années en intimité. Maître Joël Mbamba, bon, nous vous donnons l'occasion de dire à d'autres femmes un mot pour faire face aux inégalités, par exemple dans la société. Comment faire face à ces inégalités en tant que femme? Bon, en amont, et je pourrais parler d'un volet, oui. L'éducation de base. Il faut qu'on commence à voir germer une société. On doit partir de nos enfants, inculquer les valeurs que nous voulons voir germer. C'est vrai, nous avons été éduqués d'une certaine manière. Nous sommes adultes, c'est nous, les éducateurs, les éducatrices, qui devons regarder dans nos maisons, apprendre aux garçons et aux filles le rôle, la spécificité de chacun, mais également le sens du leadership, ouais. de la masculinité positive, les hommes qui militent pour faire de la place aux femmes et qui les accompagnent positivement, qui parlent droit des femmes. J'ai vu une vidéo dans les réseaux sociaux, le docteur Michel Mouvoudi, qui encourageait à donner des fonctions aux femmes. Et j'ai beaucoup apprécié. Il faut partir de l'éducation de base, mais également de l'éducation de la femme actuelle telle qu'elle est. Lui renforcer ses capacités, l'éduquer à travailler sur son autonomie, à déjà découvrir sa propre identité et à la promotion évidemment des droits des femmes, beaucoup de promotion pour que les gens se réveillent et commencent à abandonner avec le temps certaines pratiques. En ce moment-là et seulement en ce moment-là, oui, lorsque on a des lois, on a des lois qui protègent les femmes, la parité et tout ça. Bon. Ouais. Il y a encore des pesanteurs, ce qu'on appelle les pesanteurs socioculturels. C'est vraiment dans le concret des choses que nous vivons qui constituent un frein à ce monde égalitaire que nous prônons, qui est prôné par notre Constitution et tous les textes internationaux et nationaux que nous avons ici dans notre arsenal juridique. Il faut donc, j'encourage l'éducation, mais également la justice, une justice équitable, qui prenne en compte ces aspects égalitaires et qui protège beaucoup mieux la femme, parce que ce volet-là également boite un tout petit peu. Ce volet la boite. Vous pouvez évoquer quelques cas précis? Eh bien, les cas de viol qui sont déjà en soi difficiles à prouver, ça c'est partout dans le monde, parce que c'est en général une situation de 2 personnes ou plusieurs. Mais chez nous, la médecine légale, la médecine scientifique qui peut aider, c'est pas trop ça. La prise en charge holistique, ces femmes parfois se retrouvent à ne pas savoir où aller. Nous, on fait beaucoup de promotions, elles commencent à venir à la Commission nationale des droits de l'homme. On ne sait pas, on va au genre, on va à la présidence chez Madame Chantal Moulop, on va où, on ne sait pas, on va au parquet, on va et toutes ces choses qui constituent un frein. Après, il y a aussi le regard, le regard de la société. Lorsque vous allez au parquet, vous dites « mon mari m'a violée ». Bon, le magistrat vous regarde, la magistrate vous regarde, et puis vous-même vous dites « mais c'est un fait, ça s'est produit ». Les gens qui doivent vous accompagner dans votre plainte, eh bien, voilà, ces gens déjà préjugent un peu, parce qu'il y a de ces choses que quand vous portez devant, voilà, souvent les cas de violence, on les étouffe. On les étouffe. Et ça fait que les femmes, on a beaucoup de femmes qui sont violentées, mais très peu prennent le courage de porter leur histoire à l'extérieur, justement parce qu'elles se disent, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et ça aussi, c'est un frein. C'est un frein énorme parce que
En ce moment-là, vous avez l'impression que tout baigne, mais en réalité, le mal est profond. Maître, est-ce que vous avez quelques suggestions sur l'autonomisation de la femme en République démocratique du Congo, parce que vous œuvrez également dans des structures internationales, comme je l'ai dit à l'ouverture de cette émission, par rapport à l'expérience d'autres nations, vous pouvez suggérer quelques points pour que l'autonomisation de la femme soit réellement vécue par les femmes congolaises en RDC? Oui, hein, que sur le plan politique, Oui. Qu'on laisse la voix aux femmes. Il faut qu'on intègre les femmes dans les instances décisionnelles, parce que les femmes sont plus sensibles lorsqu'il s'agit de traiter les questions des femmes. Il vaut mieux avoir les femmes elles-mêmes parmi les décideurs, plutôt que d'attendre toujours les grandes décisions des hommes. Et lorsqu'on pose nos problèmes à nous, eh bien, s'il y en a 10, on dit, bon, les problèmes des femmes, on va en traiter 3, le reste peut attendre. Nous connaissons nos priorités. Ça, c'est sur le plan politique. Je prône donc l'intégration à travers la loi sur la parité des femmes dans les instances décisionnelles. Il faut qu'on en ait beaucoup. Au Parlement, déjà, on a loupé le coche. On a quoi, 22%, je pense. C'est pas ça. J'espère que le gouvernement va se rattraper. Mais les autres institutions également. À part ça, il faut une forte sensibilisation, mais également une vulgarisation des textes, des instruments juridiques qui s'occupent de la promotion des femmes et de tous les services comme le FONAREV et autant d'institutions mises en place pour les droits des femmes, des victimes et toutes ces choses qui prennent de plus en plus de l'ampleur, qui travaillent de plus en plus, justement promouvoir ces institutions, en faire parler autour de soi pour que les femmes aillent vers ces institutions, mais également voir comment donner les moyens aux femmes à travers les subventions et tout ce que l'État est censé, il y a déjà des lois pour ça, organiser pour que la femme puisse s'intégrer et devenir une clé de voûte, un pilier du développement de notre communauté. Donc, il y a autant d'aspects. J'avais commencé au début par l'éducation, qui concourt pour l'autonomisation de la femme. Et tout ça conjugué, je crois qu'on va le faire. On va y arriver. Et il faut. Sinon, le pays ne va... On ne peut pas développer ce pays, je vous le dis, sans le concours des femmes. C'est impossible. Maître Joël Mbamba, nous allons clôturer cette émission, mais je vous donne l'occasion de dire un mot à toutes les femmes, particulièrement celles de l'Est de la RDC. En tout cas, je vais commencer par les femmes de l'Est. Ce mois est un mois où nous parlons droit des femmes. Moi, qui me tiens par devers vous, je voulais et j'ai décidé de mettre du noir principalement. Dans la plupart de mes apparitions, c'est pour témoigner de ma solidarité. Ce que je peux faire, c'est parler, sensibiliser avec mes faibles moyens, mais exprimer ma solidarité et inviter tout le monde à être solidaire, parce que ce que nous vivons, je dis nous parce qu'on est encore un ensemble. Lorsque l'Est souffre, c'est une partie du corps du Congo qui souffre. Donc nous sommes tous concernés, nous sommes tous en train de souffrir et tous affectés par cette situation que je ne sais même pas nommer catastrophique. On est ensemble, nous vous envoyons tout notre amour, tout notre soutien. Et nous savons que tout est mis en marche pour nous sortir de cette crise qui a duré plus de 30 ans et qui a fait plusieurs morts, des millions, mais également des millions de déplacés internes. Aux femmes, soyons solidaires pour la cause de la femme. Nous avons en général l'appui des hommes. Il y en a plusieurs qui nous accompagnent. Nous devons nous soutenir, nous organiser, nous mettre ensemble
et surtout sortir de notre zone de confort, prendre les devants, oser des choses, nous organiser pour que nous puissions avoir de l'autonomie nous-mêmes, mais également permettre à d'autres femmes d'être autonomes. C'est le seul moyen ou l'une des réponses à un monde égalitaire et à la lutte contre les violences basées sur le genre. Lorsqu'une femme est autonome, elle sait résister, elle sait répondre aux violences et aux situations qui peuvent lui tomber dessus de manière différente qu'une femme qui n'est pas autonome. Voilà. Merci beaucoup, maître, d'avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Vous avez choisi sensibiliser, parler pour que la femme qui vous suit par le canal de la FM Télévision soit consciente. Nous vous en remercions. Merci. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette tranche plateau spécial mois de mars. Nous avons eu l'honneur de recevoir Maître Joël Mbamba Kona. Elle est une femme leader congolaise. Elle assume la fonction de vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Elle est également présidente de l'Alliance internationale des femmes avocates. Elle fait partie de plusieurs structures internationales. Maître Joël a parlé sur l'autonomisation de la femme. Il faut que la femme quitte la zone de confort pour aller vers son autonomisation. C'est vraiment un message essentiel à retenir. Merci pour d'autres femmes qui veulent participer à cette émission. N'hésitez pas à nous appeler par le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Le rendez-vous est pris pour un autre numéro.